On va passer à la table ronde. Donc, je vais proposer aux 4 intervenants de venir me rejoindre sur scène. Donc, je ne vais pas me jouer au petit jeu d'annoncer leur panégyrique avant, parce que je n'ai pas été chercher sur Internet tout ce qu'ils ont fait dans leur longue carrière est fort importante. Je vais plutôt me tourner vers eux et qui vont se présenter les uns après les autres. Alors, on va commencer par Denis Berthaud. Je l'ai là, qui est président du GF2I, c'est ça? Donc, tu vas préfinir aussi ce que le GF2I. Moi, j'ai une petite question d'ailleurs en même temps. C'est comment on passe donc du groupement français des industries de l'information, ce qui est quand même très français comme dénomination, hein, c'est le groupement français des industries de l'information. Moi, on sait ce que ça veut dire GF2I. Je ne suis pas sûr que quelqu'un dans la salle sache ce que ça veut dire à des thèmes d'ailleurs. Quelqu'un qui sait? Non? Bon, d'accord. Je vous le dirai, celui qui voudra à la fin. Et donc maintenant, vous êtes Pathfinder des acteurs du contenu et de la data. Je te laisse la parole pour venir de te présenter et nous expliquer cette petite question. Et toi, Marie, je te passe un micro. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Quelques mots rapides. Donc, GF2I, Groupement français des industries de l'information, une association qui a 40 ans d'âge, donc qui travaille surtout sur les bases de données, c'est-à-dire l'information structurée. Dans tout ce qu'on vous a montré, il y a un distinguo important entre l'information qui est organisée pour être diffusée, c'est-à-dire des bases de données, et l'information non structurée. On en reparlera peut-être. Donc le GF2I réunit des gens qui s'intéressent à la data et au contenu, à les aspects juridiques, les aspects techniques, les aspects réutilisation, les aspects amélioration, valorisation. Donc notre monde, c'est la data et le contenu, et on observe, et je vais m'arrêter là, qu'on dit énormément d'âneries sur le sujet. Soit au niveau politique, soit au niveau des textes juridiques, soit au niveau de nombreux praticiens à l'Assemblée et au Sénat. Donc c'est un peu ennuyeux, ça fait des textes parfois inapplicables, et disons qu'au GF2I, on cherche les voies de passage. Donc Pathfinder, c'est celui qui cherche des chemins, c'est-à-dire celui qui dit, ben là, il y a un obstacle, là, il y a un mur. En revanche, entre les deux, il y a un passage de 20 cm et on va l'explorer ensemble. Voilà, donc 10 groupes de travail, des gens qui travaillent beaucoup. C'est comme ça qu'on le devient. Bien. Alors, autre membre du GF2I, donc à l'autre bout. Je suis désolé, ça fait peut-être pas tout à fait politiquement correct de commencer par les garçons, mais enfin bon, il y avait une certaine logique à la chose, puisque donc Alain Beauvieux, tu travailles donc depuis très longtemps aussi dans les données, et au sein de ce GF2I, tu animes une commission qui s'appelle Smart Data, Smart Insight, ce qui est très beau aussi, et où il est précisé. Alors, je prends mes lunettes, excusez-moi. Mais certaines informations sont comme des fois tout petites à lire. La valeur n'est plus tant dans l'information brute, mais dans ses corrélations avec d'autres informations. Merci François, merci de nous accueillir, de m'accueillir. Alors effectivement, c'est un groupe qui a une certaine existence, puisqu'il a évolué, j'ai envie de dire, au fil de la volumétrie et du type de données qu'on a rendu disponibles. Je rebondis sur la courbe que nous présentait notre ami jusqu'avant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que beaucoup de gens savent ce que c'est qu'un zeta-octet dans la pièce. Bon. Alors ça fait 10 puissance 21, c'est-à-dire vous écrivez 1 et vous ajoutez 21 zéros derrière. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que comme moi je ne sais pas ce que c'est que ça fait un nombre avec 1 et 21 zéros. Bon. Alors comme je suis gentil, j'en ai profité pour regarder un petit peu pendant qu'il nous présentait ça sur mon smartphone. J'ai trouvé une référence. Si on croit à la théorie du Big Bang, l'univers a été créé il y a 10 puissance 17 secondes. Donc vous voyez, on est dans des valeurs qui sont supérieures à l'âge de l'univers. C'est quand même difficile à appréhender. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, notre groupe, il a un peu suivi cette évolution. Au début, ça s'appelait le groupe Portail, il y a une quinzaine d'années. Et puis notre problème, ce n'était pas tellement la volumétrie des informations. Et puis cette volumétrie, elle a augmenté de façon gigantesque. Et on est passé par un paradigme qui a eu tous ses honneurs en son temps, qui était de dire on va livrer la bonne information à la bonne personne au bon moment. C'est un peu le principe de la veille. Bon.
Et puis au fil du temps, c'est quoi la bonne information? Alors surtout au paradis des fake news, est-ce qu'on peut décider, est-ce qu'on a confiance? Dans le groupe de travail, d'ailleurs, on a une donnée qu'on a sortie, moi, qui vient d'une des collègues de Denis, que j'ai écrit. Je suis un peu comme François, j'ai besoin de noter. Bon. C'est une étude récente qui a été menée, je crois, par LexisNexis sur la confiance qu'ont les gens dans l'information. Il n'y a plus que 36% des gens qui, en France, font confiance aux médias. D'ailleurs, la DTEM, je crois, avait fait cette remarque et cette analyse où, de mémoire, à la question « quand vous voulez faire un achat, qu'est-ce que vous regardez en premier ?» 49% des gens répondaient « les avis consommateurs ». Alors que tout le monde sait très bien que les anecdotes sur TripAdvisor ne sont pas difficiles à trouver, qu'il y a justement beaucoup à dire sur la confiance. L'autre élément qui m'a surpris, 73% des Français pensent qu'ils pourraient être victimes de la manipulation d'informations. C'est-à-dire qu'il y a une très très grande défiance dans l'information. Donc la bonne information, je ne sais pas bien ce que c'est. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que, et c'est un peu le message qu'a voulu nous faire passer notre ami suédois, c'est que ce n'est pas tant l'information qui compte, c'est le contexte qu'on va donner, c'est l'analyse qu'on va en faire. J'ai envie de dire, pour employer un terme pas fréquent, on va essayer de faire un niveau d'abstraction, on va se subsumer par rapport à ce flot d'informations. Et on découvre finalement quelque chose que les financiers ont trouvé il y a une vingtaine d'années. Quand on a informatisé les entreprises, le premier truc qu'on a informatisé, c'est la comptabilité, c'est les données financières de l'entreprise. Ça a commencé comme ça. Et puis c'est super parce qu'on avait de la compta temps réel, plus besoin du monsieur le comptable avec son grand crayon. On avait des données de vente, des données d'activité temps réel, mais on avait tellement de données qu'un patron regardait ça en disant « j'en fais quoi ?» Bon. Et c'est là qu'est née la business intelligence, qui, elle, a tout de suite ouvert un champ complètement différent, avec une promesse qui n'a plus rien à voir. Ce n'était pas simplement de vous donner les chiffres justes de l'entreprise, ça on s'en doutait, mais c'était surtout de les mettre en perspective, d'être capable de vous expliquer pourquoi tel produit se vend moins bien à tel endroit et à tel moment, c'est-à-dire de vous construire des indicateurs qui vous permettaient de piloter efficacement votre entreprise. Aujourd'hui, c'est le même paradigme. On parle de social listening. Je discutais tout à l'heure dans la salle avec Catherine Monquin de Parfum Coty, avec qui on avait travaillé ensemble il y a une petite dizaine d'années. C'était le début. On ne parlait pas de social listening, on appelait ça l'analyse des médias sociaux. C'est exactement la même chose. Bon. Mais c'est bien d'écouter, mais c'est un peu comme la comptabilité, quoi. C'est-à-dire qu'on a des résultats, on a des chiffres, mais so what? Quel recul je peux prendre par rapport à cette information? Bon. Et c'est ça qui est en train de se jouer, c'est-à-dire de se dire finalement, de l'info, ce n'est pas un problème, il y en a à revendre. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il y en a plein qui sont fausses. Ce n'est plus un problème de trouver l'information, ce n'est pas ça le débat. La question, c'est comment je vais pouvoir finement analyser pour me construire des indicateurs qui vont me permettre de piloter mon activité. Bon. Et en marketing, c'est évident. Hein. Savoir que les consommateurs ont dit ça, oui, c'est bien. Par contre, que ça a telle et telle implication et qu'il y a telle et telle tendance et que cet indicateur va varier de telle et telle façon, ça, c'est une toute autre dimension. Bon. Et quand on voit la courbe dans le monde des états octets qui est croissante, ça va devenir incontournable. Pardon. Voilà. Bien. Donc, on a eu un peu le point de vue de ceux qui produisent l'information. Alors, Sylvie, donc toi tu es chez Deloitte, mais j'aimerais que tu me parles un petit peu au nom de tes clients. Est-ce que ce qu'a raconté Alain, mais surtout ce que nous a raconté avant les deux intervenants, finalement suit une demande aussi de tes clients et de l'évolution finalement de ton métier? Alors, effectivement, exactement. Déjà, bonjour à tous. Donc, Sylvie Sage, je suis responsable du service d'information de Deloitte. J'aime bien le directrice du département intelligence, c'est à peu près ça, plus service d'information. On suit la partie compétitive intelligence de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'il y a le mot intelligence. Et donc, clairement, ça fait 12 ans que je suis chez Deloitte, et Deloitte, si vous connaissez, cabinet d'audit et de conseil, on travaille pour tous les types de clients. Quand je dis tout type de clients, c'est
tous les secteurs d'activité. Donc, puisque l'audit et le conseil, on touche le SBF 120 et au-delà. Donc, aussi bien l'agroalimentaire que le luxe, etc. Donc, ça, c'est pour planter le décor, dans le sens où moi, en tant que responsable du service d'information, on est là pour abreuver en information la totalité de ses collaborateurs en interne, et donc là, de plus en plus aussi en externe. Et ils ont besoin d'informations sur tous ces secteurs d'activité. Et en fait, ce qui a beaucoup changé, parce que ça fait plus de 12 ans que je suis chez Deloitte, c'est qu'au démarrage, on a besoin de l'information première, donc l'information exactement ce que disait Alain, l'information, la bonne information au bon moment à la bonne personne. Ça déjà, c'est encore un travail à effectuer, hein. Clairement, il faut continuer à le faire de la meilleure des façons possibles, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire gagner du temps aux collaborateurs et puis faire en sorte qu'ils perdent pas de temps là-dessus, parce qu'en plus, ce ne sont pas des experts de l'information, ils sont experts sur leur secteur d'activité, mais pas sur la façon d'aller la retrouver, la chercher, et l'implémenter, la mettre à disposition, etc. Donc là, ce qui a beaucoup évolué, c'est justement, on le sait tous, on est tous dans le même cas, on a trop d'informations, on l'a dit 100 fois, et donc le but, c'est d'avoir quelque chose déjà de pré-mâché, de digéré, d'analyser, et directement réutilisable au sein de cela. Et donc, c'est exactement l'évolution qui est marquée. Nous, dans nos métiers de veilleurs, de professionnels de l'information, le but, c'était de donner l'information brute. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Il faut vraiment y ajouter déjà de l'analyse, de la synthèse par rapport à ça. Donc, c'est une vraie évolution de nos métiers. Et là, vraiment, en tant qu'utilisatrice par rapport à ça, on a vraiment besoin d'être... entre guillemets, piloter dans nos besoins et dans savoir quoi fouiller en termes de données par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et donc, dernière intervenante, Maryse Mougin, donc, qui à la fois nous reçoit chez elle, enfin avec d'autres personnes, puisque vous êtes quand même un peu nombreux dans ce bâtiment. Vous êtes combien d'ailleurs ? Je ne sais même pas combien nous sommes dans ce bâtiment. Je ne sais pas. En plus, il y a 4 bâtiments, vous voyez, qui se suivent les uns derrière les autres. Donc, on n'est pas dans un bâtiment, mais dans 4. Alors, tu es à la fois donc directrice de l'expérience client à La Poste, aussi vice-présidente quand même de l'ADTEM, ce qui est quand même aussi important. La Poste, en plus, c'est très structuré, il y a beaucoup de choses. Alors, je sais aussi qu'il y a un grand data lake bien rempli, etc., avec d'autres personnes qui travaillent dessus. Mais finalement, comment aujourd'hui on se débrouille, donc de ton point de vue, de ton job, hein, avec toutes ces données, et qu'est-ce que vous aimeriez d'ailleurs pouvoir en faire ? Alors moi, je commencerai peut-être déjà en amont en tentant de prendre vraiment un point de vue d'annonceur. Du point de vue de l'annonceur, premièrement, je ne suis pas persuadée que nous ayons tant que ça de données. Nous avons des données, certes, sont-elles celles que nous cherchons ? Je souscris tout à fait à l'idée qu'aujourd'hui, notamment à La Poste, nous avons une grande partie de nos données qui ne sont pas dans le CRM, donc qui ne vont pas vers le client. Elles vont aller vers la production, vers... On est quand même un grand logisticien, donc on a besoin de beaucoup de données pour travailler. Mais le lien avec le client n'est pas forcément fait là où on le souhaiterait. Donc moi, je souhaiterais également insister sur le manque de données, la problématique de la qualité de la donnée, la problématique de la maintenance de la donnée, donc de sa fraîcheur. Donc capter la donnée en un temps, c'est bien. Se garantir qu'elle est fraîche dans le temps, c'est encore mieux, puisqu'une donnée, par essence même, une donnée, notamment une donnée client, elle tombe très vite en obsolescence, très vite elle est incomplète, très vite elle n'est pas la bonne. Et puis bien sûr, alors lié à la Poste, à la structure même de la Poste et au pivotement de notre stratégie vers le monde des services, évidemment qu'on va rencontrer un certain nombre de problématiques qui nous sont propres et qui sont que malgré l'opulence potentielle de données, je dis bien potentielle, on va se trouver confronté à des logiques de concurrence et à des logiques de RGPD. Donc on va moins pouvoir utiliser la donnée qui n'y paraît face à divers murs de Berlin qui, ceux-là, sont toujours bien présents, voire se construisent chaque jour. Donc, la problématique de la donnée, pour nous, elle est absolument clé, mais elle est pour moi d'abord clé dans ces domaines-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'en avons pas assez. Nous peinons à la maintenir et à garantir sa bonne qualité. Et puis, sans doute, allier nos données, dirons-nous, opérationnelles pures, c'est-à-dire celles logistiques notamment,
et les lier avec les données clients, où là, justement, nous avons quelques substantiels soucis de problématiques réglementaires, légales, etc. Alors, Denis, qui est à côté de toi, Piaf, pour raconter un petit complément. Oui. Historiquement, au GF2I, on réunissait les producteurs d'informations. Donc les journaux, les agrégateurs de contenu, c'est-à-dire ceux qui mettaient sur une même plateforme de l'information de qualité. Et puis, progressivement, on est descendu, on est monté. J'explique. On est descendu de plus en plus vers la data, c'est-à-dire la donnée qui elle-même permet d'alimenter les sources d'information. Alors les data, il y en a des internes et puis il y en a des externes. Il y en a des publics et il y en a des privés. Il y en a des officiels et il y en a bientôt le dark web, ça existe aussi. Et dans toute votre activité, de plus en plus, vous allez continuer à utiliser de l'information parce que c'est ce qui alimente la veille, c'est ce qui permet déjà de contextualiser beaucoup de choses, mais vous allez vouloir accéder à la matière première. Et dans la matière première, il y a beaucoup de jobs qui sont en train de se créer autour de la donnée. Alors on connaît tous le DPO qu'on nous a collé avec le RGPD. Et je dis qu'on nous a collé parce que bon, c'est pas un choix et il y a bien un domaine qu'on étudie au GF2I et où ça pétille un peu, c'est marketing et RGPD. C'est pas simple. Parfois, c'est même antagoniste. Et après, et donc, il y a toutes les données qu'on peut exploiter de façon cohérente et toutes ces données, on a envie de les avoir. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Qui permettent en effet de faire des outils de veille média et de monitoring. Mais je parle des données que commence à mettre à disposition le secteur public de façon gratuite ou payante et le secteur privé. Et avec ça, il y a matière à créer une nouvelle connaissance. Et cette nouvelle connaissance va vous permettre d'apporter beaucoup de choses sur le comportement de vos clients, le comportement de vos concurrents et vos fournisseurs, bien entendu. Oui, il y a un mot j'avais initié ce matin, c'est celui de la complexité. Igmar a ressorti la complexité. La complexité revient, il y en a partout. C'est très intéressant. Ça ne va peut-être pas nous faciliter la vie dans les mois qui viennent. Mais après tout, c'est le rôle aussi de journées comme aujourd'hui de vous aider à résoudre cette complexité. Alors, vous avez remarqué que j'ai fait un petit quart de tour vers la droite parce qu'en fait, la deuxième partie ou la continuation de cette table ronde, c'est j'ai d'autres questions, comme m'a fait remarquer gentiment Alain Beauvieux, que j'avais besoin de mes lunettes aussi pour bien regarder et pas tromper dans les questions. Merci Alain. Je pense aussi que les questions peuvent venir de la salle et même si vous aviez plein de questions à poser au panel plutôt que ce soit moi qui les pose, ça serait très bien parce qu'au moins ça serait de nouveau des questions qui correspondent à des attentes réelles. Ce qui ne veut pas dire que mes questions sont forcément tout à fait mauvaises, mais comme généralement c'est toujours très dur d'être le premier qui lève la main, je pose quand même deuxième question. Et là, je ne fais pas un tour de table les uns après les autres, répond qui veut quand il veut, et s'ils ne sont pas d'accord, ils se coupent et ils continuent. Ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Alors, ce qui m'est semblé, bon, on est en effet parti d'une explication, d'une information descriptive, une information plus explicative, plus intelligente. Donc c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que quelque part, à un moment donné, alors je vais parvenir à faire fortune grâce à savoir que dans quelques années, Poutine va être sur le marché ou pas, bien qu'il semble quand même le verrouiller un peu le marché aux dernières informations que j'ai vues sur Poutine. Mais bon, quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas être encore beaucoup plus tourné vers l'avenir et être plus en stratégie? Alors, je vois Alain qui c'est un signe désespéré pour prendre le micro. Oui, je crois que c'est une des questions tout à l'heure. J'ai dit le social listening, c'est bien. Être capable de donner la bonne information à la bonne personne au bon moment, c'est bien. Et Sylvie a parfaitement raison. C'est une condition nécessaire, mais sans doute pas suffisante. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on disait il y a énormément d'informations qui circulent. Alors, je ne veux pas faire de jouer le professeur, mais je ne mélange pas information et données. Alors
la donnée, pour moi, c'est une information à valeur ajoutée qui a été validée, qui correspond à quelque chose sur lequel on a une certaine confiance. Bon. Je suis d'accord avec ce que dit Marie, c'est un peu le paradoxe du moment, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'informations. Si je veux savoir ce qui se passe sur une entreprise, regardez ce qui se passait il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans. Alors, il y avait son rapport d'activité, ses plaquettes, quelques communiqués de presse, et les 2-3 articles qui avaient été écrits sur elle, et puis j'avais fait le tour, quoi. Bon, c'est à peu près ça. Enfin, je ne trompe pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'embarras du choix pour peu que l'entreprise soit un peu connue. Bon, j'en ai même trop. Je ne sais pas quoi en faire. Bon. Donc, ce n'est pas tant l'information qui va m'intéresser, c'est la donnée, c'est-à-dire le so what, qu'est-ce que je récupère de ça, en quoi ça va m'être utile. Bon. Et c'est là où est la difficulté. Et pour rebondir sur ce que dit François, c'est que si on se dit il y a énormément d'informations qui circulent, on n'a pas parlé de la vitesse du net, on a tous vu circuler ces petits graphiques, en 1 minute sur Internet, c'est créé, et puis une avalanche de emails, tweets et sans même l'aide de Donald Trump, pour rebondir à ce que disait notre ami suédois. Donc, il y a une telle vitesse que c'est extrêmement difficile de dire, bon, finalement, dans tout ça, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va me faire une donnée, qu'est-ce que je vais garder. D'où ce que je disais tout à l'heure, l'importance de se créer des indicateurs. L'avantage de l'indicateur, c'est que ce n'est pas tellement sa valeur à l'instant T qui vous intéresse. Il vaut ça, mais bon, c'est son évolution, c'est sa variation. Je discutais avec les collègues de notre ami Igmar qui disaient, tiens, comment on peut répondre à la question « McDonald's va-t-il faire du vegan ?» Est-ce que McDo va se mettre à faire des hamburgers vegan? Comment je peux répondre à cette question, moi qui suis analyste marché? En posant les questions, Christine, qui était là ce matin, elle n'est plus là. Comment je vais m'y prendre? Bon. Alors, je peux lire tout ce qui se raconte sur McDonald's. Bon. C'est comme dirait mon ami Christian, c'est de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu me disais ce matin qu'on pratique dans la cave avec des petites mains? Bon, c'est impossible. Donc, à un moment donné, on va imaginer des indicateurs qui sont des éléments qui caractérisent le fait qu'il peut y avoir un rapprochement de McDonald's avec le monde vegan. On en avait déterminé 17 pour être précis. Bon, et on va les suivre. Leur valeur à l'instant T, franchement, elle ne vaut pas grand-chose. Par contre, leur variation, leur tendance, elle va me permettre d'anticiper. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer. Hein. Exactement comme on le fait avec des outils traditionnels de business intelligence. Je propose d'être un peu plus rapide dans vos réponses, parce que sinon, on ne va pas faire la totalité des questions. Sylvie, tu voulais ajouter? Oui, par rapport à ça, en fait, c'est ce qu'on nommait, enfin ce qu'on nomme toujours, les signaux faibles finalement. C'est vraiment les indicateurs sur lesquels on a besoin de voir une évolution, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. De ce point de vue-là, effectivement, on a besoin de recourir à une donnée qui soit de première main, j'ai envie de dire. Justement, il ne faut pas toujours... Enfin, pour ma part, je me dis pas qu'il faut se couper absolument la terre entière, et les réseaux sociaux, et le web, etc. Souvent, je me focalise en fonction toujours de ce à quoi on veut tendre, qu'est-ce qui veut être fait de cette donnée au final. C'est vraiment le pourquoi qu'il faut toujours questionner. Finalement, une base de données professionnelle sur un sujet ou une ou deux qu'on va scoper va pouvoir répondre à la question, parce qu'en fait, il y a une question au démarrage. C'est pas qu'un suivi de vos clients, de vos prospects, etc. En tout cas, pour ma part, finalement, c'est plus focalisé parce qu'on va interroger ce qu'on veut faire de la donnée, qui va permettre de choisir la donnée première qui va y répondre le mieux possible au final. Bien. D'autres réponses? Non? C'est bon. Alors, je me retourne vers la salle. Bon, oui, enfin. En plus, les questions que j'ai pas préparées, ils ne les ont pas préparées non plus. Oui, vous avez déjà partiellement néanmoins répondu à ma question. Moi, c'est à titre professionnel, mais aussi personnel. J'ai l'impression qu'on est en train de créer un monstre aujourd'hui, y compris d'un point de vue développement durable, puisque c'est une consommation énergivore folle, la data. Et effectivement, malgré tout, même si on veut sélectionner les bons indicateurs, choisir de la data utile, aujourd'hui, on prend tout pour être sûr de pouvoir comparer, de pouvoir historiser. Et je me dis, comment demain, on accompagne les acteurs de la data, les annonceurs, de la même façon qu'on lutte contre une infobésity, contre la databésity. Et est-ce que demain, il n'y a pas un syndrome, alors je ne sais pas si le mot est suédois pour le transport aérien, pour le flexcam, truc comme ça, de data scam,
qui se présentent. C'est un peu de la prospective, mais la question se pose. Oui. Donc, grosso modo, il y a trop de données, vous en créez encore trop, et grosso modo, vous allez faire crever la planète. Et évidemment, les consommateurs. Non, mais il y a quand même une question de société qui est importante. Et vous avez une responsabilité, alors. Quelqu'un veut dire un mot là-dessus ? Oui, vas-y. Non, moi j'ai vraiment... C'est vraiment un débat d'experts. Donc, moi, en tant qu'annonceur, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je rebondirais plutôt sur le point d'avant, c'est-à-dire quel est l'usage ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Ça reste très compliqué de savoir exactement ce qu'on cherche en ce moment parce que, notamment, vous êtes nombreux dans la salle à essayer de nous faire croire qu'on a des besoins, n'est-ce pas, quand vous êtes beaucoup d'experts de l'intelligence, justement, dans cette salle, et donc vous venez nous vendre des solutions qui nous font croire qu'on a des besoins. On fait la même chose avec nos clients, je ne vais pas vous le reprocher. Pour autant, c'est vrai que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on cherche et où veut-on aller ? Donc, par rapport à la discussion, juste la question précédente de la stratégie, la data, la stratégie, moi j'avoue que on est obligé aussi de se dire quelle est l'opérationnalité derrière les données. Qu'est-ce que j'en fais réellement au bout du compte ? Si c'est juste, il y a beaucoup de nice to have en réalité, beaucoup de nice to have. Dans une entreprise, pour le coup, en tant qu'annonceur, on fait la chasse au nice to have, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas les moyens de le payer. Donc, du coup, ce qui va être intéressant à la fois pour nous tous, c'est finalement, effectivement, une sélection de ces données, mais par l'usage, si je peux dire tout simplement. On va tenter à tout prix d'écrémer tout ce qui ne nous servira à pas grand-chose. Ouais, je vais bien rajouter quelque chose, et après je passe. Mais c'est exactement ça. En fait, le choix de la donnée, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une question qui est qu'on se dit, si on ne scope pas tout, on va peut-être passer à côté de l'information importante, et on veut se rassurer en fait en faisant le scan de tout ce qu'il faut. En fait, non, parce que déjà, vous ne ferez jamais le scan de tout ce qu'il faut, de toutes les sources qui existent, etc. Donc, vous passerez à côté. Donc, en fait, il faut avoir confiance en notre capacité à aller pointer la donnée, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la réflexion en amont sur ce qu'on veut faire de cette donnée qui va vraiment orienter la façon dont on va la chercher. Donc cette question de l'info-obésité, c'est vraiment ça. C'est en fait se poser sur ce qu'on veut en faire, même d'un point de vue personnel. Hein. En fait, c'est ça aussi. Hein. C'est en qui je crois, en fait. C'est la question de la confiance de la donnée par rapport à ça. Et là-dessus, il faut se poser et questionner ce qu'on veut en faire pour trouver un éclaircissement par rapport à ça. J'ai pas la réponse sur la façon dont il faut le faire expressément. Moi, je dirais que c'est plutôt le choix, pas d'une seule donnée, mais peut-être de quelques données, et pas se dire on va tout scoper, et puis là, je me ferai mon idée. Bah non, je vais être noyé, enfin, c'est clair. Denis, voilà. Vous voulez dire un mot ? Rapidement, puis ensuite, on passera comme une dernière question. Hyper court. On a beaucoup parlé de la donnée qu'on utilise, donc qu'on reçoit, qu'on prend, ou la sienne. Il y a la donnée qu'on va sortir. Les entreprises, avoir un flux de données sortant, c'est de l'influence, c'est de la puissance, c'est de la présence. Et donc, il va y avoir de plus en plus de données, je suis désolé de le dire, et ça n'a pas fini d'accélérer. Parce que beaucoup de données qui sont pour l'instant à l'intérieur d'un certain nombre d'organisations vont sortir pour des raisons souvent soit économiques, je peux gagner de l'argent avec, soit politiques, je veux influencer. Donc voilà, désolé, mais ça ne va pas s'arranger. Alors, on avance. J'ai quand même une dernière question que j'aimerais vous poser, et presque, je dirais pas provocatrice, mais quand même un petit peu, qui a une certaine incidence. Généralement, lorsqu'on parle dans un cénacle d'études marketing, lorsqu'on parle de données sur le web, on pense tout de suite, on a parlé ce matin de social listening, d'écoute de ce que disent les internautes, etc. Et je voudrais savoir, de votre point de vue, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui comme information sur le web ? Est-ce que c'est l'information qui vient des consommateurs, donc tout ce que racontent les gens, ou est-ce que c'est l'information qui vient des experts, des médias, des entreprises ? Là, c'est un choix. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Oula, je vois la tête de Maryse. En tous les cas, les informations qui viennent des consommateurs sont extrêmement importantes, mais
Alors, si on entend par entreprise des parties prenantes, parce que la Poste, c'est une entreprise B2B, B2B, B2C, B2B2C. Donc, en réalité, pour nous, tout est important. Simplement, ce qui devient intéressant, sans doute, dans la masse d'informations qu'on peut trouver dorénavant sur le web, c'est finalement de jouer avec, donc de démarrer un dialogue. Parce que si on est en monologue, le risque que nous avons, c'est que finalement, on ne rentre pas dans le jeu. Donc aujourd'hui, on observe sur le marché que les plus performants en la matière sont ceux qui, par exemple, jouent bien dans la guerre des étoiles, si je peux dire. C'est-à-dire que les avis Google avec étoiles, ils savent répondre, on leur parle d'un sujet, ils vont donc éventuellement répondre sur le même sujet ou sur un autre sujet pour relancer la guerre des étoiles, etc. Donc c'est du dialogue qui devient intéressant. Donc c'est une nouvelle manière de définir une relation avec le client qui, à mon sens, est assez intéressante quand même, parce que certes, les réseaux sociaux donnent la part belle au client final, mais à nous, annonceurs, de jouer ce jeu-là, de jouer ce match-là, qui est aussi une nouvelle manière de communiquer avec eux de manière plus directe. Je pense qu'on reste aujourd'hui encore assez prudent parce que ça sort un peu de nos codes. Pour autant, voilà, moi j'observe que les bons de la classe sur le sujet jouent le match. Et donc on va apprendre progressivement à jouer le match en se disant que ça vaut la peine. Oui. Bien. Pas d'autres questions? Une question devant? Allez. Bonjour. Je repensais en vous écoutant à quand même je dirais un paradoxe, parce qu'on a parlé tout à l'heure des attentes des consommateurs qui étaient en premier lieu l'éco-responsabilité, la protection de la planète, etc. Et là, on est quand même en train de discuter de data qui prennent des proportions. Enfin, vous, les professionnels de la data, comment vous gérez, comment vous appréhendez cette relation entre la multiplication des données et justement quelque chose qui n'est pas très cohérent avec la protection de la planète, qui pourtant est à la mode aussi. Alors, une dernière question éthique, métaphysique. Alors, au risque de passer pour un fataliste, je crains que personne dans la salle ait un quelconque pouvoir pour influencer sur la courbe que nous a présentée notre ami suédois d'expansion du monde des données. Bon. Ou sinon, je lui propose de jeter immédiatement son smartphone dans la poubelle, parce que comme il a un engin qui en produit beaucoup, bon, je crois que c'est un fait. Après, il y a toute la question de la régulation et autres, où on voit bien que le politique s'est fait déborder. Qui aurait pensé qu'il y aurait un jour des lois sur les fake news il y a 5 ans? Personne. Bon. On voit bien les dégâts que ça peut produire. Enfin, tout ça, c'est des éléments qu'on découvre en marchant. Bon. Après, je pense que la vraie question, encore une fois, ça va être de faire la différence entre ces informations qui circulent, avec tous les dangers que ça peut potentiellement représenter en termes de désinformation et autres, et la donnée, c'est-à-dire ce qu'on peut en obtenir, des informations, et en quoi ça peut nous aider à diriger nos affaires. Moi, je retiens ce qu'a dit tout à l'heure Maryse, et qui est extrêmement intéressant. Elle a commencé son intervention en disant « Mais finalement, moi, des données, j'en ai pas beaucoup. » Ça m'a surpris. Parce que j'ai l'impression qu'au contraire, le paradoxe, c'est qu'on est débordé d'informations. Donc tout le challenge, il va être dans ce monde, dans cet univers. C'est plus un data lake, c'est un data ocean de données. Qu'est-ce que je vais prendre qui va m'être utile pour diriger mes affaires? Donc on est plus dans une question de sélection, de sélectivité. Oui. Peut-être que la Poste est une entreprise extrêmement vertueuse. Non, pas forcément, mais je voudrais juste répondre à ça, parce qu'on est en train de travailler, nous, sur un plan à 2030. Donc, du coup, on se projette un peu. Donc, du coup, on se projette notamment dans une configuration qui fait que, par exemple, les millennials, ce seront ceux qui seront au pouvoir vers 2030. Donc, ça sera donc des gens qui auront été entièrement biberonnés à la data. Hein, donc, en auront, du coup, sans doute une grande expérience. Et éviteront sans doute, on aura trouvé d'ici là les pièges des fake news, en fait tout ça, on aura sans doute d'autres sujets, mais des questions qu'on se pose aujourd'hui seront sans doute plus celles-là.
Et entre autres tendances qu'on a identifiées, c'est qu'on pense que potentiellement le client final sera l'arbitre lui-même de ces données, c'est-à-dire qu'il aura conscience du coffre-fort qu'il représente et il donnera ou pas ces données. Donc, soit il les donnera et potentiellement il les monnayera d'une manière ou d'une autre, soit de manière très directe, ça vaut tant. Je vous rappelle qu'on se pose des questions sur comment on va tous gagner notre vie finalement dans le monde actuel, entre IA qui remplace les individus, etc., etc. Il monnayera ça. Il dira ça coûte tant de la donnée, donc ça tombe comme une caisse. Ou alors il les monnayera d'une autre manière en disant moi je vous les donne, mais ça doit être là à ce moment-là, c'est contrepartie d'un ciblage ultra parfait. Cas typique, je ne sais pas, vous avez réservé sur Booking pour aller à New York et Booking vous harcèle pendant les 3 mois suivants pour aller à New York. Ça vous a juste envie de tous les tuer, quoi. Vous dites c'est pas possible qu'ils soient aussi nuls que ça avec ma donnée. Donc là, il y aura contrepartie de ça, vous arrêtez de faire n'importe quoi. Mais de toute façon, on se dit que le client aura le dernier mot de cette affaire, il sera aguerri et il donnera ou ne donnera pas. Mais là encore, en fonction de l'usage qu'on lui proposera, s'il y trouve son bonheur, il prendra. Donc, à la réponse à ta question, hélas, je crains qu'une fois de plus, ça sera l'usage qui gagnera au détriment des bonnes intentions plus ou moins vertes. Je donnerai comme exemple aujourd'hui, si vous tentez de dire à un ado fan absolu de Greta, tiens, on va prendre donc ton téléphone, on va commencer par le prendre, et puis tu l'auras 1 jour sur 2. Non, là, il n'a pas vu Greta comme ça, lui. Vous l'avez vu comme ça, mais pas lui. Surprenant, non? Donc on voit très très vite où est la limite. Aujourd'hui, pour lui, Greta et les données, non, ça, c'est pas le sujet. C'est quand même le sujet. Denis, une dernière heure. Oui, paradoxalement, je pense que la donnée, en fait, on ne la voit pas. Elle est immatérielle par essence. Donc, sa croissance, on ne peut pas la percevoir, sauf avec des chiffres qui ne nous parlent d'ailleurs pas. Donc, c'est assez compliqué. La seule chose qu'on matérialise, c'est les data centers. Et ça, les data centers commencent, eux, à avoir des contraintes écologiques, à avoir des contraintes en termes d'arbres, bref, de plus en plus ils en ont. Moyennant quoi se pose la question aussi, ils ont besoin d'énormément d'électricité. Donc, comment vont-ils payer? Enfin, toute cette économie qu'on n'a pas trop vue, évidemment, se percute. La cohabitation va être, je peux déjà vous le dire, extrêmement difficile. Hein. Bien. Donc, il va falloir remonter les centrales à charbon pour pouvoir faire tourner les data centers, ce qui ne semble